Vous souhaitez en savoir plus sur le psoriasis? Alors, bienvenue à Dermato-IST où nous allons étudier un peu plus la question sur ce sujet à travers cette vidéo. Tout d'abord, flashez ce QR code ou retrouvez le lien dans la description de cette vidéo pour réaliser les questions pré-test. Vous pourrez y revenir à la fin du cours et voir les réponses. Bonjour, je suis Antoine Bertolotti, enseignant en dermatologie à l'UFR Santé de La Réunion. Nous allons parler aujourd'hui du psoriasis issu de l'item 117 du concours de l'internat, autrement dit de l'examen dématérialisé national. Je ne déclare pas de lien d'intérêt majeur avec l'industrie pharmaceutique à l'heure à laquelle j'enregistre cette vidéo, et je tiens à remercier l'ensemble des étudiants qui m'ont aidé à réaliser ce travail, et tout particulièrement Alexia Degraux. Si c'est la première fois que vous visionnez une de ces vidéos, je tiens à préciser quelques points d'avertissement. Ce cours est destiné à des étudiants en médecine de la 2e à la 6e année. Certaines notions présentées ici sont volontairement simplifiées pour répondre aux objectifs pédagogiques de ces étudiants. Ce cours est un complément visuel et sonore issu du livre Dermatologie du CEDEF édité par Elsevier Masson. Il n'est pas exhaustif et ne fait pas foi pour les examens. Je tiens également à préciser que certaines images peuvent être amenées à choquer le grand public. Dans quelle situation pourriez-vous être amené à rencontrer un patient avec du psoriasis dans le cadre de vos examens? Vous pourrez avoir un dossier clinique chez un enfant pour lequel vous allez avoir à identifier un psoriasis plutôt en gouttes. Et si jamais c'est un enfant d'âge très jeune, ce sera alors plutôt une atteinte au niveau du siège. On verra quelques photos au cours de ce cours. On peut également avoir un dossier de psoriasis à travers des douleurs articulaires, et particulièrement si vous avez dans le texte des douleurs qui sont rapportées au niveau de l'interphalangienne distale, il faudra penser à un rhumatisme psoriasique. Et à ce moment-là, s'assurer que l'examen clinique dermatologique a été fait complètement pour rechercher des signes de psoriasis cutanée. On peut également avoir des dossiers cliniques sur l'anomalie des ongles. On va voir que le psoriasis est capable de donner quasiment n'importe quelle atteinte inguéale. Et donc, c'est très important d'avoir ce diagnostic en tête lorsque vous examinez des ongles et que vous constatez des défauts à ce niveau-là. Et puis, c'est une maladie chronique et cela peut s'intégrer dans le cadre d'une annonce d'une maladie chronique. Alors, tout d'abord, quelle est la prévalence de cette maladie? C'est une dermatose inflammatoire chronique et qui est fréquente. Elle est fréquente puisqu'elle concerne 2 à 4% de la population. Très certainement, vous avez déjà vu un patient avec du psoriasis ou tout simplement que quelqu'un dans votre famille en a ou que tout simplement vous en avez. Très fréquemment, le psoriasis du cuir chevelu est rapporté et principalement déclenché juste un peu avant les examens. Il y existe 2 pics de survenue, plutôt vers l'âge de 20 ans et plutôt vers l'âge de 60 ans, mais on peut avoir du psoriasis durant l'enfance et on verra quelques images par la suite de cette présentation. En termes de physiopathologie, il y a un terrain génétique prédisposant qui est indiscutable avec un certain nombre de gènes de susceptibilité qui ont pu être identifiés. Il existe une prédisposition familiale et effectivement, quand vous avez quelqu'un dans votre famille qui a du psoriasis, vous êtes plus à risque de faire du psoriasis. Il existe plusieurs facteurs déclenchants. Un des principaux auxquels il faut penser, c'est le phénomène de Koebner. Vous l'avez ici représenté sur cette photo. Un patient a été opéré. Vous voyez une cicatrice qui a été réalisée avec l'endroit où il y a eu la pénétration des points de suture. Et vous voyez que le psoriasis s'est greffé sur cette zone à la suite de l'apparition de la cicatrice. Vous avez donc une lésion qui est érythémateuse, croûteuse, squameuse sur cette zone-là. On appelle ça le phénomène de Koebner. On peut également développer du psoriasis à la suite de la prise de médicaments, de certains médicaments, les bêta-bloquants, le lithium, Sartan, l'IEC. Très généralement, vous aurez dans votre dossier clinique quelqu'un qui, effectivement, a une soixantaine d'années et a pris des bêta-bloquants à la suite d'un problème cardiaque. Et vous allez avoir une photo clinique à décrire et partir sur un dossier de psoriasis. On peut également avoir du psoriasis à la suite d'un épisode infectieux en lien avec des agents pathogènes spécifiques tels que le streptocoque ou le VIH, mais il faut également savoir l'évoquer de manière plus large. Et puis, beaucoup des patients nous rapportent avoir vu l'apparition de ce psoriasis à la suite d'un événement stressant dans leur vie personnelle, leur vie professionnelle. Et donc, c'est un élément également à prendre en compte. En termes de physiopathologie, je me suis permis de vous mettre cette présentation adaptée de l'article La pathogénèse du psoriasis qui avait été publié en 2019. Je l'ai un petit peu remanié par rapport aux objectifs pédagogiques en lien avec le concours de l'EDN. Qu'est-ce qu'il faut retenir? Globalement, vous avez un facteur déclenchant qu'on vient de citer juste avant, traumatisme, stress,
des pathogènes. Et il va se passer deux principaux éléments, une création de peptides antimicrobiens qui vont venir activer les cellules dendritiques plasmacytoïdes à travers de l'interféron alpha. Puis de l'autre côté, vous allez avoir une activation au niveau des kératinocytes qui vont sécréter de l'interleukine 1 bêta, de l'interleukine 36 ou encore du TNF-alpha. Ces éléments-là vont venir également activer les cellules dendritiques plasmacytoïdes et ces dernières vont sécréter de l'interleukine 12 et 23 et qui vont permettre d'entraîner une différenciation des lymphocytes T en lymphocytes T TH1 et en lymphocytes T TH17. Le lymphocyte T TH1 va venir sécréter de l'interféron gamma, le lymphocyte T TH17 va venir sécréter de l'interleukine 17. L'interleukine 17 associée à l'interleukine 12 ou le TNF-alpha va venir produire une néoangiogénèse au niveau donc, des cellules endothéliales, mais également apporter un recrutement de neutrophiles. Et ces éléments-là vont apporter ainsi une dysfonction au niveau de la barrière et une prolifération kératinocytaire. Donc, vous allez avoir une hyperkératose qui va apparaître. Alors, cette hyperkératose, on peut effectivement bien l'observer en anatomopathologie. Vous avez donc une hyperkératose avec une parakératose. Vous savez que si vous regardez une peau normale au microscope, la couche cornée est extrêmement fine, d'accord ? Elle est parakératosique parce que vous avez une persistance des noyaux. On ne les voit pas bien puisque là, on est sur un grossissement qui n'est pas assez fort, mais vous n'êtes pas sur de l'orthokératose où les cornéocytes auront perdu leur noyau. On a également une acanthose, ce qui signifie que vous avez un épaississement de l'épiderme à ce niveau-là qui est lié à la prolifération excessive de kératinocytes. Vous avez également des micro-abcès épidermiques à polynucléaires neutrophile. Vous avez un infiltrat inflammatoire dermique. Vous voyez ici, normalement, on n'est pas censé avoir d'infiltrat inflammatoire au niveau du derme. Et vous pouvez voir ici des îlots de cellules inflammatoires qui sont présentes au niveau du derme superficiel, avec principalement des lymphocytes. Et puis, on a également un allongement des papilles dermiques et des vaisseaux néoformés dilatés. Vous allez pouvoir le voir, entre autres, à ces niveaux-là, où vous avez effectivement la papille qui vient rentrer dans le derme. Alors, bien entendu, on est en 2 dimensions ici, donc c'est moins facile de s'en rendre compte, mais il faut vraiment imaginer ces éléments-là en 3 dimensions. On vient de parler d'anatomopathologie, mais c'est très important de retenir que le diagnostic de psoriasis, il est clinique. N'allez pas faire une biopsie cutanée chez tous vos patients qui ont un psoriasis, d'accord ? Ça peut arriver de devoir faire une biopsie cutanée, bien entendu, parce que vous avez des diagnostics différentiels qu'on va évoquer par la suite, et parfois, les lésions ne sont pas totalement typiques, mais normalement, au dossier, au concours de l'internat, le dossier sera quand même assez caricatural, comme on peut le voir sur ces photos. Donc, comment est-ce qu'on décrit les lésions de psoriasis ? Ce sont des lésions qui sont érythémateuses, donc rouges, squameuses, c'est-à-dire que vous allez avoir effectivement des bouts de peau qui vont tomber, donc toute cette couche cornée qui, au bout d'un moment, va se décrocher. C'est bien délimité, vous voyez sur ces photos que vous avez une délimitation qui est très très nette. Vous fermez les yeux, vous passez votre doigt dessus, vous le sentez, puisque vous avez une peau qui est épaissie, infiltrée, qui est papuleuse, qui est en plaques. Donc, en fermant les yeux, vous allez vraiment sentir la démarcation très nette de ces lésions. Elles vont être localisées sur des zones assez spécifiques, au niveau de la région sacrée, au niveau des coudes, au niveau des genoux, des faces antérieures des genoux, contrairement, bien entendu, à l'eczéma qu'on va avoir plutôt sur la face antérieure des coudes ou sur la face postérieure des genoux. On est plutôt là ici sur les faces d'extension. Les lésions sont arrondies, ovalaires et de taille variable. Vous avez des lésions qui peuvent être infracentimétriques et des lésions qui peuvent faire plusieurs centimètres, voire même plusieurs dizaines de centimètres. Concernant le prurite, le psoriasis est décrit comme une maladie qui n'est pas prurigineuse. En pratique, effectivement, le prurite est quand même relativement fréquemment rapporté par les patients, surtout dans les formes inflammatoires et particulièrement au niveau du cuir chevelu. Nous avons vu juste à l'instant les formes à type de plaques traditionnelles, érythématosquameuses. Mais il faut savoir que le psoriasis peut atteindre et peut se présenter sous différentes autres formes. Une des formes qui est importante à connaître, ce sont les formes inguéales, pour lesquelles vous pouvez avoir des déformations, mais également des ponctuations. Ici, on peut décrire un pouce avec des lésions érythémateuses, squameuses, donc au niveau de la base du pouce, et vous avez au niveau de l'ongle une déformation assez importante avec une leuconychie et des atteintes au niveau de toute votre tablette inguéale.
Vous avez ici, vous avez une onycholyse distale, donc vous avez un décollement de l'ongle et vous avez de manière assez caractéristique, vous voyez une petite bande rouge qui est à l'extrémité juste avant cette onycholyse. On peut également avoir la classique dépression ponctuée unique ou avec quelques dépressions ponctuées seulement, mais vous pouvez aussi avoir des dépressions ponctuées, comme on peut le voir ici, de manière assez importante et qui donne un aspect que l'on dit en dé à coudre. Puis on peut avoir aussi une destruction complète de la tablette inguéale et donc également devant ces formes d'atteinte inguéale, vous devez avoir le diagnostic de psoriasis en tête. Il y a bien entendu d'autres diagnostics à évoquer, mais vraiment le psoriasis peut se présenter sous de multiples formes au niveau inguéal. Concernant les plis, bien entendu, je vous ai dit que la description classique du psoriasis, elle est au niveau des phases d'extension des articulations, au niveau des coudes, au niveau des genoux. Mais vous avez également des atteintes possibles que l'on caractérise de psoriasis inversée, puisque ce n'est plus dans les phases d'extension, ce sont dans les phases, dans les zones de flexion. On appelle ça donc le psoriasis inversé, qui peut être des grands plis au niveau des régions, au niveau axillaire, ça peut être également au niveau des grands plis au niveau de la région inguinale, mais ça peut être également au niveau des petits plis, comme au niveau de l'ombilic ici. Et vous allez avoir des lésions qui vont être à nouveau érythémato-squameuses. Bien entendu, le principal diagnostic différentiel, ce sont les intertrigaux mycosiques, et il va falloir y penser. Et souvent, vous avez des patients qui vous sont adressés parce qu'ils en sont à 2 mois, 3 mois d'antibiotiques à ce niveau-là. Et ça ne marche pas. Et en fait, il fallait juste regarder peut-être les ongles sur lesquels vous allez avoir quelques dépressions ponctuées, peut-être un peu le cuir chevelu ou derrière les oreilles, au niveau des oreilles, du conduit auditif externe, et vous allez voir des lésions érythématosquameuses. Et là, vous allez vous dire, mais non, ce n'est pas une atteinte mycosique, c'est une atteinte à type de psoriasis. Et donc, je vais changer de traitement, je vais partir plutôt sur des dermocorticoïdes. On a aussi donc une atteinte du scalp, dont je viens de vous citer à l'instant l'intérêt que l'on peut avoir pour justement identifier du psoriasis sur des lésions où on n'est pas totalement sûr. Donc vraiment, prenez le temps de bien regarder le cuir chevelu de vos patients. Et donc, on va avoir des lésions à type de squame épaisse avec un casque parfois entraînant une possible chute de cheveux et des lésions inflammatoires en lisière au niveau frontal. Donc, regardez bien. Souvent, les patients se plaignent de prurite. Donc, quelqu'un qui vient pour un prurit du cuir chevelu, vous pouvez évoquer assez facilement un psoriasis. Regardez si vous n'avez pas effectivement des lésions inflammatoires, squameuses, qui sont apparues à ce niveau-là. On peut aussi avoir une atteinte au niveau des extrémités, donc au niveau palmaire et au niveau plantaire. Ce sont des lésions hyperkératosiques. On parle de kératodermie palmaire, de kératodermie plantaire. Et on peut également avoir des fissures qui sont extrêmement douloureuses, extrêmement invalidantes pour les patients. Il y a vraiment une atteinte fonctionnelle qui est majeure dans ces formes-là. Et puis, on peut aussi avoir des atteintes au niveau du visage. Alors, c'est plus rare, hein. En général, on dit que le psoriasis n'atteint pas le visage, hormis le cuir chevelu. Mais vous pouvez effectivement avoir des atteintes de type de sébopsoriasis. Donc, c'est du psoriasis qui va se présenter un peu comme une dermite séborique sur les zones au niveau de l'endroit où on a habituellement de la dermite séborique. Donc, ce sont des lésions érythémato-squameuses pour lesquelles vous pouvez avoir comme diagnostic différentiel, bien entendu, de la dermite séborique, mais souvent, vous avez en fait d'autres lésions au niveau des phases d'extension, au niveau du cuir chevelu, au niveau des ongles, qui vous orientent davantage vers un sébopsoriasis. Concernant l'évolution, donc c'est une évolution chronique, on est sur une maladie inflammatoire chronique, d'accord. Il y a une prédisposition génétique et le patient va être amené à porter cette maladie tout au cours de sa vie. Maintenant, ce n'est pas pour autant qu'il va systématiquement avoir du psoriasis. Et donc, vous allez avoir des patients qui vont avoir une évolution un peu comme ça, cyclique, qui va dépendre des phénomènes de vie. On parlait tout à l'heure des problèmes personnels ou professionnels, l'anxiété qu'il peut y avoir. Il peut y avoir également des problèmes infectieux qui vont être déclenchants, les médicaments qui vont déclencher, une chirurgie qui va déclencher. Donc voilà, ça va être assez variable d'un patient à l'autre. C'est très difficile de dire que tel patient va évoluer sous telle forme et va avoir encore du psoriasis dans 10 ans ou dans 20 ans. En tous les cas, il va falloir suivre les patients et s'adapter au niveau thérapeutique, au cas par cas, bien éduquer les patients de façon à les aider au mieux pour qu'ils puissent être réactifs s'il y a une nouvelle poussée qui apparaît. En termes de lésions, donc en général, il n'y a pas de cicatrice séquellaire. Par contre, on peut avoir des hyperpigmentations, et principalement chez des patients à peau métisse, vous allez avoir des hyperpigmentations qui vont être plus ou moins durables dans le temps. Alors, il existe des formes graves dans le psoriasis. Il y en a 3 principalement. La première, c'est la forme érythrodermique. Donc, je vous rappelle que
La forme érythrodermique, c'est une atteinte à plus de 90% de la surface corporelle d'un érythème qui va donc être diffus et souvent squameux dans le cadre du psoriasis. Cet érythème généralisé va pouvoir être associé à une infiltration œdémateuse diffuse de la peau, donnant un aspect drapé, plissé de la peau, des squames qui vont être donc inconstantes ou abondantes. Vous pouvez également avoir une altération de l'état général avec des fébricules, voire même des frissons. Il peut y avoir une mise en jeu du pronostic vital qui est associée dans ce cadre de forme érythrodermique, et donc une hospitalisation est nécessaire pour pouvoir prodiguer rapidement les soins locaux et même débuter un traitement adapté dans ce contexte-là. La deuxième forme à connaître, c'est le psoriasis pustuleux et surtout le psoriasis pustuleux généralisé. Vous pouvez voir sur cette photo donc un érythème sur lequel il y a également des squames, donc la lésion érythémato-squameuse classique du psoriasis, mais on peut voir ici des pustules, donc ces petites vésicules avec un contenu purulent à l'intérieur qui vont être très inflammatoires, et les patients peuvent également avoir une altération de l'état général, peuvent avoir une hyperthermie, des frissons, un syndrome inflammatoire biologique qui peut être important avec une hyperleucocytose polynucléaire neutrophile, mais également des atteintes au niveau hépatique par exemple. L'évolution va se faire par poussée, avec retour à une peau normale ou à une forme plus typique de psoriasis en plaques par la suite. Troisième forme grave à avoir en tête, on en parlait un peu au début dans les situations cliniques, c'est le rhumatisme psoriasique. Ça concerne quand même 20 à 30% des psoriasis en plaques, ce qui justifie qu'à votre interrogatoire chez un patient qui a du psoriasis, vous posiez la question de manière systématique: avez-vous des douleurs articulaires? Le patient ne va pas forcément penser, parce que vous êtes par exemple dermatologue, à rapporter des douleurs articulaires associées. Il ne va pas y voir le lien qu'il existe entre les deux. Or, c'est très important. Il faut également savoir que souvent, les patients qui ont du rhumatisme psoriasique sont plus souvent des patients qui ont une atteinte du cuir chevelu, qui ont une atteinte des ongles ou qui ont une atteinte à type de psoriasis inversé du pli interfessier. Ça peut survenir à tout moment au cours de l'évolution d'un psoriasis cutané, et l'atteinte articulaire assez caractéristique dans le rhumatisme psoriasique, c'est l'atteinte donc de l'interphalangienne distale de vos doigts. On peut avoir des atteintes des autres articulations, bien entendu, mais c'est vraiment celle-ci qui est un peu plus caractéristique, et on peut bien entendu donc avoir aussi des atteintes d'anthésopathie. On va avoir un pronostic fonctionnel qui peut être important, et donc ça va être également un argument qui va faire passer d'un traitement à un autre de manière plus rapide pour pouvoir endiguer les douleurs et les atteintes qui peuvent exister. Alors, quand on a une lésion érythémato-squameuse, je vous dis c'est la lésion caractéristique du psoriasis, il existe quand même un certain nombre de diagnostics différentiels à évoquer. Le premier, c'est ce qu'on appelle le PRG, pityriasis rosée de Gibert. C'est une lésion qui est une lésion qui apparaît dans les suites généralement d'un virus, dermatose virale éruptive à caractère saisonnier du sujet jeune. Donc, vous allez avoir des petites lésions centimétriques ou infracentimétriques, et puis souvent, vous allez avoir un médaillon un peu plus important qui va aussi avoir cette caractéristique un peu érythémato-squameuse. Mais voilà, c'est une lésion qui va disparaître assez rapidement en l'espace de 1 mois, 2 mois, et pour lequel il n'y a pas de traitement spécifique à réaliser. Et bien entendu, vous n'avez pas de traitement à démarrer comme si vous partiez sur un patient qui avait un psoriasis. La deuxième pathologie, le deuxième diagnostic différentiel à avoir en tête, on en a un peu parlé avec la forme de sébopsoriasis, c'est bien entendu la dermite séboréique, qui sont des lésions érythémato-squameuses des zones médianes du visage, donc principalement à ce niveau-là, au niveau des sillons nasogéniens, au niveau du front. On peut avoir un prurite, on peut avoir des squames assez grasses au niveau du scalp. Donc, vous allez aussi avoir possiblement une lisière inflammatoire du cuir chevelu. Donc, c'est un diagnostic différentiel qui va exister au niveau du visage et au niveau du cuir chevelu. Alors, souvent, les patients rapportent des poussées en période de stress ou de fatigue, mais on l'a dit en introduction que, bien entendu, on pouvait aussi, et que les patients rapportaient souvent des poussées de psoriasis à la suite d'un stress ou en préparation d'un examen, par exemple. Donc voilà, c'est un autre diagnostic différentiel à savoir évoquer, la dermite séborique. Le troisième diagnostic à savoir évoquer, c'est bien entendu l'eczéma. Alors généralement, vous avez un contexte atopique, avec l'asthme du nourrisson, autrement dit la bronchiolite, avec bien entendu déjà un terrain de dermatite atopique, personnelle ou familiale, mais également tout ce qui va être sinusite ou conjonctivite. Et c'est vrai que même si souvent on décrit l'eczéma qui va se localiser
chez les enfants un peu plus âgés au niveau des faces, cette fois-ci de flexion, hein, que ce soit au niveau des coudes, à la face antérieure des coudes ou à la face postérieure des genoux, eh bien, parfois, on peut aussi avoir des lésions d'eczéma sur le reste du corps. Et à ce moment-là, parfois, on peut avoir du mal à distinguer réellement la lésion d'eczéma de la lésion du psoriasis, et surtout lorsque vous avez des lésions qui sont dites d'eczéma numulaire. On peut également avoir des difficultés à faire le diagnostic d'eczéma lorsque vous avez une kératodermie palmoplantaire. La photo que je vous ai montrée tout à l'heure au niveau de la kératodermie palmaire du monsieur en termes de psoriasis, et bien vous pourriez avoir exactement la même, quasiment la même, avec de l'eczéma. C'est dans ces formes-là où finalement vous pourriez être amené, si vous n'avez pas d'éléments autres cliniques ou à l'interrogatoire, à réaliser une biopsie cutanée pour savoir est-ce que j'ai plutôt un aspect typique d'hyperkératose, parakératosique, avec une acanthose importante pour m'orienter vers un psoriasis à l'anatomopathologie, ou est-ce que j'ai plutôt une caractéristique à type de spongiose et qui va m'orienter cette fois-ci plutôt vers un eczéma à l'anatomopathologie. Un autre diagnostic différentiel, ce sont les dermatophytes, les dermatophyties. Alors, on en a parlé au niveau des régions des plis, d'accord? Bien entendu, quand on a un intertrigo, donc une inflammation des plis, les grands plis, les petits plis, un des premiers diagnostics qu'on évoque, c'est les infections mycosiques, candidosiques ou trichophytiques. Mais bien entendu, vous pouvez aussi avoir des atteintes à type de dermatophysie de la peau glabre qui vont être circinées, les herpès circinés, et qui vont pouvoir éventuellement, dans certains cas, mimer une lésion à type de psoriasis. Donc, à la fois sur le psoriasis en plaque traditionnelle, on peut être amené à évoquer une dermatophysie de la peau glabre, à la fois sur un intertrigo, un petit pic au niveau mycosique, on peut être amené, pour le coup, cette fois-ci, à évoquer un psoriasis inversé. Donc, c'est important d'avoir ces diagnostics en tête. Généralement, il n'y a pas besoin spécifiquement de faire une biopsie cutanée, mais n'hésitez pas à faire un grattage pour pouvoir éventuellement distinguer les deux et constater d'ailleurs quel est le germe qui est en train de pousser, si c'est un Trichophyton rubrum, un Microsporum canis ou autre, qui va du coup vous permettre de savoir comment traiter correctement votre patient. Surtout que si vous commencez à mettre des dermocorticoïdes sur des infections fongiques, en général, ça ne va pas les arranger, en tous les cas, pas après quelques applications. Et puis, également, je pense que c'est important que vous ayez en tête qu'il y a d'autres diagnostics et des diagnostics qui peuvent être plus embêtants, tels que les lymphomes cutanés. En l'occurrence, lorsque vous avez un doute, eh bien, on a le droit de faire une biopsie cutanée. Encore une fois, le psoriasis est un diagnostic clinique qui ne nécessite pas de biopsie cutanée, mais dans certains cas, on peut être amené à devoir faire une biopsie cutanée. Qu'en est-il des formes cliniques articulaires du psoriasis? On en a un peu parlé tout à l'heure, mais vous pouvez avoir des monoarthrites, vous pouvez avoir des oligoarthrites, vous pouvez avoir des polyarthrites, vous pouvez avoir de manière associée donc, des ténosynovites avec des dactylites et ce qu'on appelle les doigts en saucisse. On peut également avoir une atteinte axiale qui va être assez proche de la spondylarthropathie ankylosante. Et on peut aussi avoir une atteinte plutôt périphérique qui va plutôt elle, se rapprocher de la polyarthrite rhumatoïde. Et tout ça, c'est hyper important que vous puissiez l'avoir en tête lorsque vous avez un patient qui a du psoriasis pour à nouveau lui poser la question: avez-vous des douleurs articulaires? Comment évoluent ces douleurs articulaires? Est-ce que vous avez un réveil nocturne? Est-ce que vous avez un déverrouillage matinal? Est-ce que c'est 5 minutes ou est-ce que c'est plutôt 1 heure ou 2 heures? Et vous allez pouvoir effectivement identifier ces éléments-là, travailler avec un rhumatologue ou un médecin interniste pour pouvoir effectivement explorer davantage toute cette composante articulaire. Et l'atteinte digitale va s'associer souvent avec une atteinte inguinale, comme je vous le disais tout à l'heure, et vous avez principalement l'atteinte interphalangienne distale qui est concernée dans le rhumatisme psoriatique. Chez l'enfant, on peut également avoir du psoriasis. On a dit que normalement les pics de fréquence c'est plutôt 20 ans et 60 ans, mais vous avez des formes de psoriasis chez l'enfant. Généralement, chez le petit enfant, c'est plutôt une atteinte des langes. Donc, au niveau, c'est quelque chose qui va mimer un intertrigo plutôt mycosique au niveau des grands plis inguinaux ou au niveau fessier. Et donc, vous allez avoir effectivement cette atteinte du siège. La deuxième présentation du psoriasis chez l'enfant, c'est plutôt le psoriasis en gouttes. Donc, c'est un sujet un peu plus jeune. Généralement, il y a un caractère qui est éruptif avec retour à une peau normale entre les poussées. Les éléments sont diffus, de petite taille, comme on peut le voir sur cette photo, hein, comme des petites gouttes avec des squames qui vont être un peu moins marqués que dans les formes en plaques.
Et généralement, ces poussées sont précédées par un épisode infectieux. Ça peut être par exemple une angine à streptocoque. Donc, vous pourriez très bien avoir un cas clinique qui commence par une angine. Vous faites votre test de diagnostic rapide pour le streptocoque. Et puis ensuite, vous avez une photo clinique après quelques jours ou quelques semaines d'évolution et vous partez sur un dossier de psoriasis. Quelles sont les principales pathologies associées au psoriasis? Comme on l'a dit depuis le début, c'est une pathologie qui est inflammatoire, systémique, et pour lesquelles vous allez avoir un certain nombre de comorbidités, principalement dans les formes graves et étendues de la maladie. Donc, ça fait qu'il est nécessaire de pouvoir faire un dépistage systématique, et donc il faut anticiper ces éléments-là et savoir poser les questions à nos patients dès que l'on prend en charge un patient qui a du psoriasis. Il va falloir également pouvoir coordonner éventuellement un parcours de soins avec les différents spécialistes qui peuvent aider nos patients. La première chose à explorer, c'est tout ce qui va concerner la dépression et l'anxiété de par l'affichage stigmatisant qu'il peut y avoir de cette maladie. D'accord. On peut éventuellement réussir à couvrir une partie de ses membres avec les habits, mais le cuir chevelu, ça peut être plus difficile. Et puis, quand on a une atteinte des mains, c'est pas facile d'être avec des gants toute la journée pour cacher son psoriasis. Donc, il y a une altération de la qualité de vie avec un handicap social qui est clairement pas négligeable et qu'il va falloir prendre en compte et qui peut, par la force des choses, entraîner dépression et anxiété dans ce contexte-là. Il va falloir également rechercher des addictions telles que l'alcool et le tabac. On peut également rechercher un syndrome métabolique, l'obésité abdominale, le diabète, l'hypertension artérielle ou encore la dyslipidémie. On a des pathologies cardiovasculaires avec un risque accru de pathologies cardiovasculaires dès le jeune âge. Et puis, il peut également y avoir des maladies inflammatoires du tube digestif, donc les MICI, donc maladies de Crohn, rectocolite hémorragique, qui peuvent être associées. On a également toute la partie articulaire dont on a parlé précédemment. Passons désormais au traitement. Comment est-ce qu'on prend en charge un patient qui a du psoriasis? Le premier élément, c'est de prendre en compte et de prendre en charge les facteurs de gravité de la maladie. L'obésité, le tabac et encore la consommation excessive d'alcool. On va avoir différents traitements qui vont exister et on va pouvoir adapter nos traitements selon la gravité du psoriasis, son retentissement sur sa qualité de vie, la présence ou non d'une atteinte articulaire et la prise en compte des comorbidités qu'on a citées juste avant. Tous les traitements sont suspensifs. On est sur une maladie chronique et donc, encore une fois, les patients vont évoluer chacun de manière différente. On a de plus en plus de traitements et des traitements qui sont vraiment très efficaces désormais. Mais voilà, chaque patient est différent. Il va falloir s'adapter à l'évolution de chacun d'entre eux. Donc, ces traitements sont là pour contrôler la maladie, abaisser l'ensemble de la réaction immunologique qu'on a vue au début, mais ils ne vont pas permettre de guérir le psoriasis. Et ça, je pense que c'est un élément qui est important à pouvoir aborder avec son patient au cours des premières consultations. L'idée, c'est avec ces traitements, d'éviter les récidives, les survenues ultérieures. Premier élément, traitements locaux. On peut avoir des patients qui ont moins de 10% d'atteinte de leur surface corporelle. Et à ce moment-là, on va leur proposer juste des crèmes. D'accord. Ça va être des crèmes à base de dermocorticoïdes. On a vu qu'il y avait toute une cascade inflammatoire au cours de la physiopathologie au début de présentation. Donc, vous allez utiliser des dermocorticoïdes qui vont agir sur ces globules blancs et qui vont permettre de réduire, de diminuer, de faire disparaître les différentes plaques présentes chez le patient. On peut avoir également l'utilité des analogues de la vitamine D en topique. On peut également avoir des crèmes qui combinent les deux, d'accord, avec une association de dermocorticoïdes et d'analogues de la vitamine D. Et puis, on peut également éventuellement envisager les inhibiteurs de calcinérine en topique, principalement pour des lésions au niveau du visage, lorsqu'on a des formes plutôt de type de sébopsoriasis. Et là, je vous renvoie sur l'ensemble des règles de prescription et d'usage des dermocorticoïdes, puisque vraiment, c'est une des pathologies sur lesquelles on va employer le plus de dermocorticoïdes. On a également des traitements adjuvants. À quoi est-ce qu'ils vont servir? Les kératolytiques, quand vous avez des plaques extrêmement épaisses de psoriasis, votre dermocorticoïde, vous aurez beau en mettre dessus, ça ne va pas traverser la peau en fait. Donc, il faut que d'abord, on utilise un kératolytique pour essayer de retirer l'ensemble de cette hyperkératose. Et ensuite, une fois qu'on a réussi à retirer toute cette hyperkératose, on va appliquer les dermocorticoïdes et les analogues de la vitamine D pour qu'ils puissent être effectifs et efficaces dessus. Vous avez désormais un patient qui a une atteinte de la surface corporelle de plus de 30%, ou alors il a eu des traitements topiques, ça n'a pas suffi, il désire changer de formule thérapeutique puisqu'il en a marre d'appliquer de la crème.
Alors, vous allez pouvoir commencer à passer sur des traitements systémiques. Le premier qu'on peut évoquer, ce sont les rétinoïdes, à savoir plus précisément l'acitrétine. La seule chose à vraiment bien avoir en tête, en plus du bilan lipidique et hépatique à surveiller, c'est la tératogénicité possible. Et il faut savoir que sur l'acitrétine, qui est une autre version de l'isotrétinoïde, il est nécessaire d'avoir une contraception jusqu'à 3 ans après l'arrêt du médicament. L'autre élément qui peut être très efficace, surtout lorsqu'on vit dans des zones où il n'y a pas beaucoup de soleil au cours de l'année, c'est la photothérapie. Donc, on va utiliser des UVB TL01 et donc on peut proposer 20 à 30 séances par an. Par contre, bien entendu, attention, vous allez exposer le patient à des UV de manière très répétée et à contrario, vous pourriez avoir en parallèle une carcinogénicité qui va apparaître au fil du temps et donc il va falloir savoir dépister également par la suite d'éventuels carcinomes basocellulaires, épidermiques ou même mélanomes qui vont apparaître. Il faut également prendre en compte les médicaments phototoxiques qui pourraient être alors déclenchés par cette exposition aux UV. On a également le méthotrexate qui est possible, qui va être indiqué dans les formes cutanées et articulaires de la maladie dès la première intention. Il faut suivre la NFS, il faut suivre le rein, il faut suivre le foie et la contraception est indispensable pour la femme tout comme pour l'homme. On a également l'aprénylaste qui va être indiqué dans les formes cutanées et articulaires de la maladie en seconde intention et pour lequel il y a une contraception également qui est indispensable. Et puis la cyclosporine qui va être indiquée dans les formes cutanées de la maladie. Attention à bien contrôler et bien surveiller la fonction rénale et la tension artérielle. On essaye en général de ne pas dépasser 2 ans de prescription. Et puis, dernière ligne thérapeutique, ce sont des médicaments qu'on utilise maintenant déjà depuis un certain nombre d'années, que l'on appelle les biothérapies. Donc, je vous renvoie sur les règles de prescription des biothérapies de l'ITEM 202 à ce sujet. Mais donc, généralement, on les utilise en deuxième ou en troisième intention après des contre-indications ou des intolérances au traitement précédent. Il y a un bilan pré-thérapeutique à bien connaître pour exclure, entre autres, des risques infectieux tels que celui de la tuberculose. Et puis, il y a également une discussion importante à avoir selon les antécédents néoplasiques récents des patients. Mais ce sont des médicaments qui ont une efficacité qui est assez extraordinaire. Et donc, on a maintenant de très nombreux patients qu'on arrive à blanchir, c'est le terme employé dans le jargon médical, où les patients qui avaient du psoriasis de manière très étendue se retrouvent à ne plus en avoir du tout, ou alors quelques plaques seulement. Alors, je me suis permis de vous mettre un peu cet algorithme issu du Vidal pour essayer de vous synthétiser un peu cette prise en charge thérapeutique. L'élément qui reste quand même très important, c'est le premier, c'est-à-dire qu'il faut informer son patient sur la maladie, sur sa chronicité, sur son évolution possible, mais également l'informer qu'il existe un certain nombre de thérapeutiques et qu'on va réussir à lui permettre de contrôler sa maladie. Vous n'allez pas pouvoir le guérir de sa maladie, mais vous allez pouvoir lui permettre de contrôler sa maladie et d'essayer d'éviter tant que possible les prochaines récidives. Le soutien psychologique peut être un très bon élément également pour aider le patient, surtout peut-être lors d'une forte poussée, pour aider à mieux prendre en charge cet élément-là. Et une fois que vous allez avoir évalué la sévérité de votre psoriasis, première possibilité, ça peut être parce que le patient ne le demande pas forcément, une abstention thérapeutique. Vous avez des patients qui ne sont pas embêtés par un psoriasis qui est présent avec quelques plaques, qui est souvent inférieur à 10% de la surface corporelle, qui ne souhaite pas mettre de crème, qui vit bien avec depuis des années et qui va vous dire « Docteur, moi, je ne veux pas de traitement ». Soit vous respectez sa prise en charge et vous n'allez pas plus loin. Généralement, quand on est à moins de 10% de la surface corporelle, ce qu'on fait, c'est qu'on propose des crèmes, à savoir des dermocorticoïdes donc de classe forte ou modérée, plus ou moins associés à de la vitamine D, et comme on l'a dit, éventuellement associés à des kératolytiques et à des émollients. On peut faire une évaluation quelques semaines après, d'ailleurs c'est conseillé, 1 mois, 2 mois, 3 mois, et on constate, c'est efficace, on continue, ou on adapte en espaçant les applications. Il y a un échec, et bien à ce moment-là, on peut proposer soit de changer de traitement local, soit de commencer à débuter un traitement général. On est donc dans cette situation-là où on est face à un patient qui a déjà un psoriasis assez sévère, qui est déjà avec une atteinte à plus de 30% de la surface corporelle. À ce moment-là, on va pouvoir débuter un traitement général. On a dit, on peut éventuellement faire de la photothérapie avec les UVB-TL01. Attention aux antécédents de néoplasie cutanée ou aux surisses parce que le patient est un phototype très très clair et ou qu'il a des habitudes d'exposition au soleil de manière un peu trop importante.
Et à ce moment-là, on va proposer plutôt de la citrétine ou la rétinoïde orale ou des immunosuppresseurs tels que de la cyclosporine ou du méthotrexate. Attention aux contre-indications également de ces différents traitements. Et puis, s'il y a une résistance, une intolérance, une contre-indication, à ce moment-là, on part sur des biologiques. Il y a l'apremilast sous un angle et il y a également de l'autre côté toutes les biothérapies qui vont cibler spécifiquement l'interleukine 12, 23, 17, le TNF-alpha, etc. Et donc là, il y a toute une explosion thérapeutique qui existe aujourd'hui et qui est vraiment fantastique pour l'ensemble de nos patients, puisqu'on arrive désormais à chaque fois à trouver le médicament qui permet de contrôler la maladie pour chaque patient de manière individuelle. Quels sont les points clés de ce chapitre sur le psoriasis? C'est une maladie inflammatoire, cutanée, chronique et qui va toucher 2, 3, 4% de la population. La lésion sémiologique élémentaire, c'est une lésion érythématosquameuse. Si vous arrivez sur une photo, sur un patient, à décrire une lésion érythématosquameuse, vous devez avoir le diagnostic de psoriasis qui vous apparaît en tête. Bien entendu, on l'a vu, il y a des diagnostics différentiels, mais vraiment, vous devez évoquer le diagnostic de psoriasis. Clairement, vous pouvez avoir des patients avec des atteintes typiques au niveau de la face antérieure des coudes, au niveau de la face antérieure des genoux, mais ces lésions de phase d'extension ne sont pas finalement tout le temps le commun de l'ensemble des patients, et donc il va falloir que vous puissiez l'évoquer sur une lésion au niveau du tronc et qu'une lésion érythématosquameuse est un psoriasis très probable. On a dit atteindre des coudes, des genoux, des jambes, région lombosacrée, cuir chevelu et ongles. N'oubliez pas de faire un examen complet de votre patient. Et parfois, lorsque vous avez un érythème que vous n'arrivez pas bien à comprendre, regardez les cheveux, regardez les ongles. On ne l'a pas noté ici, mais regardez aussi le conduit auditif externe. Vous allez voir des lésions érythématosquameuses probablement à ce niveau-là. Et ça va vous permettre de vous aider à faire le diagnostic de psoriasis. N'oubliez pas le retentissement sur la qualité de vie et la stigmatisation que ces patients peuvent avoir. Et donc, il faut le prendre en charge au cours de la consultation, savoir le spécifier, aider les patients dans un soutien psychologique si c'est nécessaire. Dans les formes graves de psoriasis, ne pas oublier qu'il existe donc, le rhumatisme pso. N'oubliez pas de poser la question de est-ce qu'il y a des douleurs articulaires, le psoriasis érythrodermique, mais également le psoriasis pustuleux généralisé. Ce sont des indications de psoriasis qui peuvent être amenées à être hospitalisées. Le but du traitement, c'est quoi? C'est de soulager le patient, c'est d'améliorer sa qualité de vie, c'est de ramener la dermatose à un niveau lésionnel compatible avec une vie normale au long cours et si possible, de ne plus avoir de lésions. Mais encore une fois, on ne va pas guérir le patient, on va lui permettre de contrôler sa maladie ou on espère qu'on va réussir à lui permettre de contrôler sa maladie. Moins de 10%, on propose un traitement local. Plus de 30%, on va partir sur des traitements systémiques. Et donc, dans les traitements systémiques, la photothérapie, les traitements par voie orale de type acitrétine, méthotrexate ou cyclosporine, ou encore les agents biologiques qui vont cibler telles ou telles interleukines. N'oubliez pas également que c'est une pathologie qui n'est pas que dermatologique, et donc il peut y avoir de la transversalité. Donc n'hésitez pas à solliciter vos collègues, faire un réseau autour de cette pathologie avec les différents collègues de spécialité ou de médecine générale qui s'intéressent à cette question, que ce soit sur des questions rhumatologiques, des questions métaboliques, mais également des questions psychologiques si nécessaire. Voilà, ce cours est terminé. J'espère qu'il vous a plu. Avant de partir, n'oubliez pas de répondre aux questions post-test et de regarder les réponses. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire ou à m'écrire à dermato.ist@gmail.com. J'essaierai d'y répondre ou de réaliser du contenu vidéo supplémentaire dans les jours à venir. Merci pour votre attention et à bientôt.